entreprise familiale, Lincoln. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est mon frère qui écrit le scénario et c'est ma femme qui fait la couleur. Exactement. Et depuis le début? Depuis le premier numéro. En fait, mon frère n'avait pas écrit de scénario, il n'était même pas scénariste, il était graphiste. Et moi, j'avais déjà publié quelques albums et il m'a proposé il m'a accompagné à un festival. Et l'ambiance d'un festival, ça lui a plu, ça lui a donné envie d'essayer. Et en rentrant du festival, il a simplement demandé: si je t'écris une histoire, est-ce que tu la dessines? Moi, je lui ai juste répondu: si ça me plaît, oui, sinon non. Et il m'a fait lire les quelques premières pages du tome 1 et j'ai bien accroché tout de suite. Et voilà, c'est parti comme ça. Et comment ça marche, les Jouvray? Tous les jours, au jour le jour, puisque c'est... Tous les jours, au jour le jour, on est ensemble dans un même atelier. Voilà, c'est ça quand même. Voilà, on bosse. En fait, on est 4 Jouvray, puisque la femme d'Olivier bosse aussi à l'atelier avec nous, et 6 autres copains qui sont avec nous à l'atelier. L'origine de cette série, est-ce que tu peux maintenant nous l'évoquer? Comme je dis souvent, d'où est venue l'idée de Lincoln, faudrait demander à mon frère. Le problème, c'est que lui-même, je crois qu'il ne le sait pas trop et qu'à chaque fois, il répond à un truc un peu différent. Et lui, il voulait partir d'un personnage surtout. C'était pas tellement une envie d'histoire, c'était plus une envie de personnage. Et donc, il a assez vite imaginé ce personnage râleur, qui aime personne et qui fait la gueule tout le temps. Et tu penses que ça aurait pu être autre chose qu'un cow-boy qui vit au début du XXe siècle aux États-Unis? Ça aurait pu, j'en suis sûr, ça aurait pu. Je pense que le cadre du western, ça nous plaisait parce qu'on était amateurs de western, mais c'est aussi parce que cette histoire-là aurait eu du mal à être ancrée dans un autre univers. J'imagine mal... les États-Unis, et en particulier à cette époque-là, c'est un peu le territoire où tout est possible. Je sais pas pourquoi, c'est toujours là-bas que les extraterrestres débarquent. C'est toujours là-bas qu'il y a des catastrophes naturelles importantes. Au Cinoche, en tout cas, c'est un peu comme ça. Et c'est vrai que l'histoire d'un cow-boy qui rencontre Dieu, il aurait peut-être fallu qu'on le justifie différemment si ça se passait en Bretagne. Donc les États-Unis, le Far West, il y a un côté terre de tous les possibles et de toutes les âneries et de toutes les rencontres. Il y a eu la rencontre avec Dieu, qui ponctue les débuts de la série. Et puis, depuis l'épisode précédent, il y a aussi la rencontre de Lincoln avec un amour, ou l'amour peut-être. Le saura-t-on un jour, mais il y a beaucoup de lecteurs qui, dès le début de la série, nous demandaient pourquoi il n'y avait pas de femmes dans cette histoire et surtout pourquoi, quand il y en avait, c'était forcément des prostituées. Et c'est vrai qu'à part les institutrices et les femmes... Pourquoi justement? Autant des cow-boys, les femmes n'avaient pas beaucoup de place, mine de rien. Donc du coup... à part des espèces de caricatures comme Calamity Jane ou des trucs comme ça qu'on a pu voir dans les Lucky Luke, c'était difficile de placer un personnage féminin et que surtout un personnage comme Lincoln qui aime rien, qui aime personne, qui a envie de parler à personne, puisse être attiré par un personnage comme celui-ci. Et donc le point de départ de cette histoire-là en particulier, c'est que Olivier voulait raconter l'histoire de Lincoln qui ne veut pas s'engager. Il voulait le confronter à une personne qui justement a des valeurs, a un engagement auprès d'un peuple, et elle puisse être séduite aussi par un type qui n'a plus rien à faire. Donc c'était son point de départ pour essayer de voir si ces deux personnages-là pouvaient pas se parler vraiment. C'est pas simple, hein? Non, c'est pas simple. Oui, quand même. Hein. Donc c'est comme ça qu'il vit l'amour, votre personnage. Je sais pas si on appelle ça vivre l'amour, mais en tout cas, on sent dans l'histoire qu'il y a une attirance. Il veut pas se l'avouer, il veut pas le dire, mais il y a une attirance. Ouais. Alors dans French Lover, donc ce 6e volume, on parle aussi et encore de révolution mexicaine. Hein. Disons que Lincoln n'a jamais été une série à vocation historique. On situe ça dans l'histoire, mais c'est très décoratif, c'est l'arrière-plan, si vous voulez. Et donc, on ne voulait pas faire un cours d'histoire sur la Révolution, parce que c'est pas notre propos, tout simplement. Et par contre, on garde en tête que dans cette histoire de lutte de révolutionnaire, il y a une notion de bien, de mal, de justice. Et forcément, Lincoln, vu qu'il y a le Dieu et le diable qui sont toujours en train de le tirailler plus ou moins dans un sens ou dans un autre, on trouvait que le cadre, et justement ce personnage de Paloma, pouvait faire qu'il y avait une attirance entre les deux personnages. Tout ça, c'est prétexte à créer une rencontre entre Paloma et Lincoln. Il y a aussi des éléments comme ça dans le scénario de ce 6e volume qui tombent sous les feux de l'actualité, parce qu'on y parle aussi de camp de rétention, quelque part. Ouais. C'est involontaire? Oui, bien sûr, parce que y a toujours
disons qu'il n'y a pas des envies forcément de faire référence à l'actu ni à donner des leçons sur des trucs, mais de faire écho. Parce que nous, il y a un truc qu'on aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'on met un passage un peu sérieux, où on pourrait justement penser qu'on veut donner des leçons au lecteur, bah, juste après, si on peut mettre un petit gag ou un petit truc pour rendre ça plus léger, ça nous arrange, parce que c'est pas du tout notre vocation, quoi. Il y a des thèmes qui nous intéressent, il y a des sujets qui nous intéressent, et si on peut les placer discrètement, ou enfin même pas discrètement, mais d'une manière un peu frontale, dans une histoire où au départ c'est plutôt une histoire d'humour, bah, ça nous intéresse. S'il y a plusieurs sens, il y a plusieurs niveaux de lecture, voilà, c'est là qu'un récit devient intéressant. Et comment tu places la caricature du français qui arrive dans ce volume? Alors, pour la petite histoire, on s'est inspiré de notre troisième frère. Oui. Donc parce qu'il s'appelle Bertrand, et donc dans l'histoire on avait besoin d'un personnage qui s'appelait Bertrand, et on a un peu essayé de le caricaturer, et comme un type un peu passionné, comme une espèce d'apprenti révolutionnaire qui comprend pas forcément tout ce qui se passe et comment ça marche, mais qui croit tout savoir parce qu'il a vu ça dans les livres. Un peu lâche aussi. Un peu lâche, enfin, bien sûr, même un peu beaucoup, forcément. Ouais. C'est pas une référence particulière aux Français, c'est plus en référence particulière comment dire, un éventuel concurrent de Lincoln face à Paloma, parce qu'il drague Paloma ouvertement, quoi. Alors parlons de sexualité, parce qu'il y en a un poil, si j'ose dire, dans ce volume 6. C'est léger, oui, mais bon. C'est léger, mais c'est vrai que moi je suis persuadé qu'en vrai Lincoln est un peu un obsédé sexuel. Sauf qu'il veut, comme il fait la gueule et qu'il est jamais content, et ben il va jamais le montrer. Pour l'anecdote aussi, il y a une séquence où Lincoln fait un rêve érotique. Oui. Et si je vous montre le crayonné de cette page, au moment où il se réveille, sur le crayonné, on voit bien qu'il a une bosse dans le pantalon. Alors que sur le dessin définitif, je me suis dit non, je ne vais pas le faire. Alors, on a aussi la sensation que votre Lincoln ne maîtrise absolument pas, enfin c'est plus qu'une sensation, mais il maîtrise absolument pas son destin. Alors non seulement il le maîtrise pas, mais il n'a pas du tout envie de le maîtriser. Comme je disais tout à l'heure, c'est un type qui n'aime rien, n'aime personne, fait la gueule, et il se fout de tout. Donc quand Dieu vient le voir et lui propose d'évoluer, d'essayer des choses, d'essayer des expériences, il dit oui pour que l'autre lui lâche la grappe, mais il s'en fout toujours. Et donc dans cet épisode en particulier, il va plus subir que d'habitude, c'est-à-dire qu'il va se laisser trimballer, le diable va beaucoup jouer avec lui aussi et le mettre dans des situations pas possibles. Et du coup, oui, il subit beaucoup dans cet épisode. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois, enfin, s'il y a un dialogue qui revient très souvent dans l'ensemble de la série, c'est « Est-ce que vous allez finir par me lâcher ?» Et non, les deux autres continuent de s'amuser avec lui, d'essayer de faire des trucs avec lui, de le faire évoluer. Et lui continue d'essayer de ne pas le faire. Alors ça, c'est une question un peu difficile, mais tu l'as déjà un peu dit. Mais comment est-ce que en quelques mots, comment est-ce que tu définirais, en parlant aussi pour les autres, votre humour? Waouh, grossier, il y a des gros mots, il y a beaucoup de gros mots dans Lincoln. Dans le tome 6 en particulier, je crois que mon frère a explosé tous les scores de gros mots. Il y a vraiment. Ah, parce que vous faites des statistiques. Non, c'est moi, c'est en dessinant et en mettant en scène la BD, en lisant le scénario. À la page 5, j'avais l'impression qu'il y en avait autant que dans les 5 tomes précédents réunis, quoi. Donc, et c'est vrai que mon frère aime bien aller vers cet humour-là, quand les personnages se bâchent, quand ils s'insultent. C'est jamais, on essaie de pas aller vers du vulgaire, hein, on essaie de rester drôle, mais c'est vrai que c'est un humour, c'est un humour basé surtout sur le dialogue. C'est pas un humour de gag visuel. Bien sûr, il y a des gamelles. Il y a un épisode, l'épisode 3 par exemple, Lincoln se prend des bûches toutes les 2 pages, il se fait taper dessus, il ramasse vraiment beaucoup. Donc là, on avait pas mal joué là-dessus. Mais sinon, la plupart du temps, c'est plus de l'humour basé sur les dialogues et sur la répartie. Vous appréhendez comment le succès que vous avez? Vous êtes conscient de ça, vous le savez? Oui. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est arrivé progressivement. C'est-à-dire que le premier tome a marché assez vite, mais c'est pas non plus des milliards de chiffres de vente du jour au lendemain, quoi. Donc c'est progressif, donc on s'habitue petit à petit. Et non, mais c'est un vrai plaisir. Cette année, ça s'est bien passé, ça va? Très bien. Ouais, j'ai toujours autant de plaisir à venir ici. C'est un peu le foutoir, il y a beaucoup de monde, ça brasse beaucoup, on est épuisé, mais c'est bien, j'aime bien. Oui, c'est quand même un mélange de plaisir et de souffrance. Mais... Ouais, mais ça va, le plaisir est plus important.
Et si tu as connaissance dans tous les 60 titres comme ça de bandes dessinées qui sont exposés là, si tu as lu certains d'entre eux, lequel ou lesquels, c'est ma question que je pose systématiquement, lesquels tu proposerais aux lecteurs et aux lectrices? D'accord. Alors ce serait un petit peu copinage, mais il y a 10 petits insectes dont j'ai oublié le nom du scénariste par contre, mais David Calli. Voilà, mais par contre le dessinateur c'est Vincent Pianina. Je donne des cours dans une école à Lyon et c'est un de mes anciens étudiants. Donc ça m'amuse, je trouve ça chouette qu'il soit nominé cette année quoi. Merci Jérôme. C'est moi, merci.